Bonjour à tous et bienvenue dans notre 7e numéro de notre émission mensuelle entreprenante dédiée au e-commerce. Comme chaque mois, nous aborderons avec nos invités une thématique liée à la vente en ligne et essaierons de vous donner toutes les clés nécessaires au développement de votre boutique. Cette émission est réalisée en partenariat avec Lengo, la solution qui permet aux e-commerçants de mieux rentabiliser leur campagne marketing, que je tiens évidemment à remercier pour leur soutien. Dans nos précédentes émissions, nous avons essayé de vous donner des conseils pour bien créer votre boutique et faire en sorte que vos produits se vendent le mieux possible. Mais ce dont nous avons parlé s'adressait en priorité aux vendeurs qui ciblent les particuliers. La situation est-elle différente lorsque l'on veut travailler avec des professionnels ? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités, à commencer par Florian Vincent Pelligri de Vigicorp. Bonjour Florian. Salut Simon. Alors chez Vigicorp, vous accompagnez plusieurs e-commerçants en B2B. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement Vigicorp ? Effectivement, donc Vigicorp, c'est une web agency spécialisée sur le développement d'applicatifs métiers, et donc par rapport à cette spécificité, on est amené à travailler avec des belles entreprises notamment, et qui travaillent donc dans le milieu, dans certains secteurs d'activité où ils font effectivement du B2B, et par rapport à ça, on les aide dans leur démarche en leur proposant une plateforme pour répondre à leurs problématiques. Très bien, merci beaucoup. Nous recevons également à distance Élie Chevignard, Digital Marketing Manager pour Mailjet. Bonjour Élie. Bonjour. Alors même question, est-ce que tu peux nous présenter Mailjet ? Alors, Mailjet est une plateforme de cloud emailing. On envoie tous les types d'emails, email marketing, email transactionnel. C'est une start-up qui est née à Nantes d'ailleurs, donc voilà, c'est intéressant. On est maintenant basé à Paris et on a à peu près un an d'existence. Ça représente une quinzaine de personnes. Et l'idée, c'est qu'on est utile pour toute personne qui envoie des emails marketing ou transactionnels. Donc ça peut être très bien un e-commerçant, ou alors ça peut être pour une application web, ou bien même une association. Donc en général, très B2B. Et à la fois une cible très très large, à la fois du plus petit qu'est la PME, etc., ou alors le grand compte qui envoie plein d'emails marketing ou transactionnels pour que ce soit sa boutique en ligne ou le service ou une marque qui veut communiquer. Donc quelque chose d'assez généraliste, une plateforme type d'email. Et on fournit tout un tas de statistiques pour suivre les envois, et on optimise tout ce qui est lié à la délivrabilité, parce qu'il faut savoir qu'il y a quasiment un email sur 4 légitime, on ne parle pas de spam, un email légitime sur 4 qui passe en spam ou qui n'arrive jamais à la boîte de réception. Donc on travaille sur ces problématiques et on s'arrange pour que tout arrive au bon endroit. Voilà. Très bien, merci beaucoup en tout cas à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Petit changement d'ailleurs dans cette émission, parce que désormais vous pouvez regarder ce numéro, cette émission, en 3 parties différentes, en plus de la version longue à laquelle vous étiez habitués. Et on commence justement par la première partie en parlant de la cible. Qui sont ces professionnels qui achètent sur Internet ? Alors, on sait que les particuliers achètent beaucoup sur Internet. Je le disais dans mon intro, on l'a vu dans nos précédentes émissions. Les professionnels achètent aussi sur Internet, ou ils ont des habitudes d'achat un peu différentes. On voit quand même de l'achat fait par des professionnels sur Internet ? Florian ? Alors oui, effectivement, les professionnels achètent sur Internet, c'est un fait. Donc après, il faut différencier plusieurs choses, plusieurs secteurs. Donc je pense que je vais pas trop détailler pour cette question-là, parce que je suppose qu'on va y revenir après. Mais dans l'idée, effectivement, aujourd'hui, on a à peu près, alors les derniers chiffres, je les ai pas exactement en tête, mais on est sur un peu plus de 70% qui, dans le niveau professionnel, qui annonce passer par Internet pour faire une commande. Après, donc, on verra plus en détail la notion d'acte et de renseignement. Mais c'est un canal parmi d'autres qui est utilisé dans l'acte d'achat. Pour les professionnels, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, comment dirais-je, c'est primordial dans une stratégie, et quand on est habitué à le faire sur du particulier, obligatoirement les réflexes le font aussi pour l'entreprise. Après, il y a la notion, en fait, notamment dans les grandes entreprises, cette notion, je dirais, de difficulté de pouvoir commander sur Internet via les process. Donc on est plus sur une cible TPE, mais on a effectivement cette machine qui se met en marche et qui va, je pense, de plus en plus être importante.
Ouais, ça veut dire que de toute façon, les gens sont habitués dans leur quotidien à acheter sur Internet. Donc, quand ils se retrouvent en entreprise, ils retrouvent ce réflexe-là, quoi. C'est ça. Effectivement, c'est quelque chose de très important et on verra que du coup les codes sont principalement les mêmes et que par rapport à ça, c'est réellement aujourd'hui en train d'exploser et qu'on voit des acteurs de plus en plus importants. On a même des exemples d'acteurs qui sont présents sur du B2C et qui du coup déclinent une offre B2B parce que les professionnels passent sur le site B2C et que du coup par rapport à ça, ils créent une offre spécialement sur le B2B. Et après on a des acteurs historiques de la VPC, de la VAD qui passent, qui créent un nouveau canal avec un support web spécialisé pour leurs clients. D'accord. Qu'est-ce qu'ils achètent alors, en gros, sur Internet, ces professionnels? Est-ce qu'ils achètent de tout? Il y a une typologie de produits qu'on retrouve spécifiquement. Ellie, pareil, je ne sais pas si tu as... Comme je disais, moi je ne représente pas vraiment l'e-commerçant B2B, je représente un service en ligne qui peut être utile pour les e-commerçants. Et là, en l'occurrence, oui, on parle plus d'e-commerce à cible B2B. Alors effectivement, ouais, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que ça dépend vraiment des secteurs, mais que de l'expérience que j'en ai, on peut à peu près calquer ce qui se passe pour les particuliers, c'est-à-dire que s'il y a une offre qui existe et que ça marche bien, évidemment, on passe par de la vente en ligne. Et ensuite, si on parle d'un restaurateur, je prends un exemple, un B2B, mais qui a besoin d'acheter des salades fraîches et qu'il n'y a pas d'offre pour ce dont il a besoin, on peut alors imaginer que là, il n'utilise pas Internet. Mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment, ouais, comme vous disiez, qu'il y ait pas vraiment, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre les comportements des particuliers et des professionnels. Si ce n'est effectivement qu'il y a des contraintes à respecter au niveau comptabilité, niveau normes, etc., qui sont peut-être plus évoluées. Mais voilà, j'ai pas vraiment. Après, je représente pas un e-commerçant B2B, donc je peux juste apporter mon point de vue personnel. Florian? Il y a un fait qui me semble important de souligner en fait, qui est plus dû à un phénomène de présence d'acteurs sur le marché que réellement comment dirais-je, de choix de commande, qui est celui en fait des acteurs sur le marché des fournitures diverses. Donc tout ce qui va être en fait ce qu'on va appeler la bureautique dans le jargon professionnel, et où tout simplement en fait il y a pas mal d'acteurs qui ont senti le vent tourner et qui du coup ont proposé des offres avec des sites prêts sur internet qui font qu'aujourd'hui ça représente quand même une majorité dans ce secteur-là. Maintenant c'est un secteur qui les chiffres le montrent en fait, est en pleine mouvance, en pleine croissance, et par rapport à ça ça peut bouger un petit peu quand même du jour au lendemain, et on se rend compte que dans certains secteurs, il y a des choses qui commencent à arriver. Donc vraiment, là, encore une fois, tout ce qui va être fournitures diverses et variées qui est déjà implanté. L'informatique, du coup, parce que quand on commande un ordinateur, etc., bien souvent, on le fait sur Internet. Et voilà, il y a d'autres secteurs qui commencent à émarger sur ce secteur-là. Mais voilà, principalement ceux que j'ai cités. Et est-ce que, comme les particuliers, ils viennent chercher du prix, d'abord, ou il y a autre chose qui les attire sur Internet, les professionnels? Alors effectivement, il y a la notion de prix qui est importante, parce que très clairement, c'est là encore une notion de réflexe finalement, parce que quelque part, moi, nous, chacun d'entre nous peuvent être amenés à commander à titre perso comme à titre professionnel, et du coup, on a ces mêmes réflexes de vautour par rapport au prix, et donc voilà, il y a les comparateurs de prix, etc., qui fait qu'on a cette démarche-là. Maintenant, il y a une notion en fait de service qui est beaucoup plus présente dans le sens où on commande pour son entreprise, donc il y a un degré hiérarchique, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu, il y a des process qui font que on est obligé on fait attention, même si c'est sa carte bancaire, et on fait encore plus attention peut-être si c'est pas la sienne, et qu'on prend des risques au nom de son entreprise. Et donc par rapport à ça, il y a vraiment une notion de service. On verra qu'il y a tout ce qui est notion par exemple de transport pour pouvoir livrer les Ça, on va en produits. parler dans une autre partie. Ouais. Pas dessus. Ok, très bien. En tout cas, la FEVA nous dit que 72% des entreprises utilisent Internet d'abord pour s'informer avant d'acheter. Pour vous, l'e-commerce, du coup, peut être le seul canal de vente quand on veut vendre aux professionnels, parce que si Internet est surtout un outil d'information, ça veut dire qu'il faut un autre canal pour vendre. Est-ce qu'on peut monter une activité dédiée aux professionnels qui sera 100% sur Internet, d'après vous? Ellie? Est-ce que c'est pareil pour les particuliers? En fait, les particuliers, ils recherchent aussi de l'information avant d'acheter. Donc, si l'utilité première, c'est effectivement chercher de l'information, mais c'est peut-être parce que dans le parcours client, on recherche de l'information avant d'acheter, non? D'accord.
Pour toi, il n'y a pas de différence avec les particuliers en fait. Je dis juste que que ce chiffre on cherche de l'information avant tout sur Internet, c'est valable pour les particuliers aussi, et c'est valable en fait en général. Avant d'acheter quelque chose, on va chercher de l'information. Donc ça peut expliquer ça. Et je pense pas que ce soit. Donc on peut. Oui, voilà. Et alors tout ce qu'on a dit, ça s'applique de la même façon à toutes les typologies d'entreprises, où on se rend compte quand même qu'il y a des différences entre les PME, les TPE, les grands comptes. On disait tout à l'heure qu'a priori, de toute façon, les grands comptes ou les grandes entreprises achètent peu sur Internet à cause de process assez lourds. On y reviendra aussi dans une autre partie. Mais du coup, est-ce qu'en fonction des typologies d'entreprises, les comportements sont les mêmes ou il y a des différences ? Très clairement, les TPE sont majoritaires sur ce genre de marché pour des raisons évidentes en fait de process où il est beaucoup plus facile quand on est 5 dans l'entreprise de prendre une carte bancaire et dire oui c'est bon je commande et hop c'est commandé. Donc par rapport à ça effectivement ils sont prioritaires, ils sont majoritaires. Maintenant on se rend compte que tout simplement les marchés, les acteurs en place s'adaptent par rapport aux grosses entreprises parce que forcément il y a des gros moyens derrière et que du coup il est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'ils peuvent proposer des outils, des moyens de paiement, enfin des fonctionnalités qui permettraient à ces grands comptes d'être présents sur ce marché-là. Après je dirais qu'il y a une chose à tempérer qui est en fait la notion de part de marché en valeur et en quantité. Parce que quand une grosse entreprise commande, en général, elle ne fait pas semblant. Et donc, du coup, ça peut vite renverser la tendance, vu que c'est un marché qui est encore assez... qui n'est pas jeune, mais je veux dire qu'il y a encore pas mal de choses à évoluer dans pas mal de cas. Est-ce qu'ils ont des exigences particulières ? On l'abordait rapidement, mais du coup, en termes de, je sais pas moi, de délai de livraison particulier, est-ce qu'il faut que les vendeurs sur Internet soient particulièrement légitimes pour convaincre les professionnels d'acheter ? Est-ce qu'il y a un nouveau e-commerçant ? En termes de facturation, par exemple, c'est-à-dire que on peut demander à ce qu'il y ait autre chose que la carte bancaire ou PayPal et de demander de payer par virement, de demander de payer. Nous, en l'occurrence, on vend du service, donc on peut avoir des administrations ou effectivement des grands comptes qui demandent de payer de façon annuelle alors qu'on propose un plan mensuel. Et j'imagine que la même chose peut se retrouver pour de l'e-commerce pur B2B, c'est-à-dire des demandes au niveau administratif de traiter la transaction d'une façon différente que celle qui est finalement calquée du B2C, où c'est juste de la carte bancaire, quoi. C'est surtout sur les moyens de paiement qu'on va avoir des différences. Ouais, effectivement, sur la partie moyen de paiement, comme tu le soulignes, il y a finalement la règle est simple, quoi, le client est roi. Et donc, à partir du moment où il veut commander, surtout sur du B2B, on s'adapte et on met les moyens de paiement en fonction, notamment par exemple sur des grands comptes, encore une fois, avec leur système de process, avec des systèmes de numéros, par exemple, pour par exemple du PO, du Purchase Order, où on doit avoir ce numéro-là pour pouvoir les facturer. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont assez spécifiques et où du coup il faut des fonctionnalités totalement sur mesure par rapport à ce besoin-là. Et finalement, on est obligé d'y passer pour être sûr qu'ils puissent commander. Et sur la marque du vendeur, est-ce que les professionnels vraiment font attention à la légitimité, au fait que ce soit un vendeur reconnu ? Et ma question qui est derrière ça, c'est est-ce qu'un nouvel arrivant, un e-commerçant qui voudrait se lancer vraiment sur l'e-commerce B2B peut commencer à faire des ventes assez rapidement, assez facilement, où il va falloir qu'il fasse un gros travail sur sa notoriété pour légitimer sa marque, d'après vous ? Est-ce que les professionnels sont plus méfiants vis-à-vis des vendeurs que les particuliers ? Si c'est les grands comptes, oui, forcément. Ouais. Surtout les grands comptes. Si c'est des TPE, PME, ils vont pas forcément être très différents, avoir un comportement très différent des particuliers. Mais par contre, si Renault ou Peugeot ou Société Générale veut vous commander quelque chose, c'est évident qu'ils ont un niveau d'exigence qui, qui est différent, quoi, et donc qui demande tout un tas de certifications et où il faut vraiment voilà, avoir montré patte blanche et être établi, et pas, on ne peut pas être un nouveau player et du jour au lendemain avoir des grands comptes. Donc, voilà. Très clairement, et le process en fait là aussi vient s'appliquer. Donc si ça passe par le service achat, il y a une négo, et donc si derrière ils sentent qu'il n'y a pas des acteurs bien spécifiques pour chaque partie en place, ça risque de poser problème. Donc effectivement, je différencierais en fait cette partie comme tu l'as souligné, Ellie, sur les grands comptes où effectivement la notion de marque est très importante.
et à la fois sur les TPE où un acteur qui demain vient casser les prix et vient apporter le service qui correspond aura plus de chances. Alors maintenant, comme on l'a dit, le marché est plus axé sur les TPE, donc il y a de la place sur tout ça. Après, c'est des stratégies sur du long terme tout de même, et il y a pas mal de choses à mettre en place, mais ça reste du domaine du possible, très clairement. D'accord. Est-ce que ce sera ma dernière question dans cette première partie, est-ce que les critères de décision du coup pour ces entreprises vont être les mêmes que pour un particulier ? Dans les précédentes émissions, et j'invite nos spectateurs à aller les regarder, on a vu par exemple que le contenu était assez important pour les particuliers. Un blog, une fiche produit complète, etc. Ça pouvait vraiment valider un achat, ça pouvait convaincre d'acheter. Les leviers sont les mêmes pour un professionnel, d'après vous ? Sans rentrer dans des détails de communication qu'on aborde dans la seconde partie de cette émission, mais est-ce que voilà, le contenu est aussi important pour les professionnels que pour les particuliers ? Alors le contenu va être important parce qu'il y a toujours cette notion d'avoir l'information, sans parler effectivement du référencement qui là aussi peut être important, donc ça reste un cercle vertueux. Maintenant je pense qu'il y a la notion de service qui rentre en jeu, donc on a parlé tout à l'heure avec les moyens de paiement, plus on offre de possibilités de paiement, mieux ça marche. Les moyens de transport, si on s'adapte à leurs spécificités, on va mettre en place par exemple de la livraison en plusieurs fois. S'il y a une grosse commande, on va pouvoir faire plusieurs petites livraisons pour éviter de fonctionner sur un zéro stock. On va pouvoir faire une livraison multi-site s'il y a plusieurs sites. Donc voilà, vraiment cette notion de service qui est finalement primordiale. Et encore une fois, mais on revient sur de la com, la notion de marque où finalement ils s'attendent s'il y a la marque à avoir le service derrière, donc ça fait un package global. Maintenant, au niveau des attentes, il y a quelque chose qui est assez marrant à souligner, c'est un retour client qui est en fait cette mauvaise éducation quelque part que les sites B2C apportent. Donc, par exemple, avec les exemples frappants du modèle dans le milieu de la chaussure, où Spartoo et consorts, Sarenza, etc., Zalando, pour pas faire de jaloux, ont mis en place ce modèle de frais de port gratuit avec les retours, avec un service qui est vraiment au top. Et du coup, par rapport à ça, ça éduque quelque part le consommateur. Et comme on l'a dit, le consommateur qui se trouve d'un côté particulier, d'un côté professionnel, à un moment donné a cette même éducation et s'attend à des délais de livraison du jour au lendemain, avec un service vraiment au top, qu'il est un petit peu plus difficile de mettre en place pour du particulier, parce qu'il y a une notion de logistique, il y a une notion des fois par exemple de grosses quantités, et donc c'est quelque chose sur lequel c'est assez difficile, ils sont attendus au tournant, très clairement. Donc on retrouve les réflexes qu'ont les particuliers jusqu'à ce niveau-là, et parfois il peut y avoir des petites différences. Très bien. Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse. Nous, on se retrouve dans la seconde partie de cette émission. On va parler de la communication. Comment est-ce qu'on va faire pour faire parler de notre site ? Comment est-ce qu'on va faire pour que les professionnels nous connaissent ? Comment est-ce qu'on s'adresse à eux ? C'est donc la deuxième partie de cette émission Entreprenant dédiée au e-commerce B2B.